Ils créent des groupes genre WhatsApp d'attaque et je suis souvent la cible. Ah ouais, c'est chaud. Hein. Les réseaux sociaux, ça ne fonctionne pas en part de marché. C'est pas parce que les gens achètent chez moi qu'ils achèteront pas chez vous, les gars. Donc calmez-vous et arrêtez de me censurer. Je commençais à développer une sorte de phobie, de me dire que j'allais pas trouver ma voie. Je me retrouve dans des situations très cocasses. Je dois postuler à des stages, faire des entretiens et dans mon entreprise, c'est moi qui recrute. J'ai quand même frôlé le burn-out quand j'enchaînais le 50 heures semaine et mon business en plein scale. Les gens qui disent que le contenu, c'est imprévisible, comme si c'était un peu au petit bonheur la chance, que c'était normal que ça prendrait du temps et que... Non, 70% de la réussite de ton contenu va dépendre du... Si t'es un inconnu au bataillon, les gens ils vont pas s'intéresser à toi pour ce que t'es. Au début c'est faux. Au début il faut que tu donnes de la valeur. En fait ce qui compte majoritairement c'est la bonne stratégie et... Anaïs Karsanti, plus de 250 000 € générés dès la première année de son business sur Instagram, sans publicité. Le jour, elle enchaînait les cours en école de commerce et jonglait avec les deals d'un fonds d'investissement. La nuit, elle bâtissait une machine de guerre taillée pour frapper fort. Avec son école, l'Académie, elle a déjà propulsé plus de 500 entrepreneurs de l'idée floue à l'offre qui vend. Son compte Instagram, plus de 35 000 abonnés en 6 mois. Aujourd'hui, 40 000 personnes attendent ses posts comme des détonateurs. Pas d'algorithme miracle. Une stratégie en 3 phases, du contenu ultra incarné et une vision aussi tranchante qu'inimitable. Dans son podcast, elle tend le micro aux pointures du game parce qu'à 23 ans, elle est déjà l'une d'elles. Cet épisode de Business et Dolce Vita, ce n'est pas une leçon de contenu, c'est le plan pour bâtir un business qui vous libère. Anaïs, comment tu décrirais ce que tu fais aujourd'hui, ton travail, ta vision, ta mission? C'est d'accompagner les entrepreneurs du type coach, formateur, thérapeute, freelance, à mieux vendre leur offre transformationnelle, mieux la structurer et mieux utiliser les réseaux sociaux pour attirer leurs clients de rêve. On adore. Du marketing moderne, on adore. C'est ça. Toi, à seulement 21 ans, donc super jeune, t'as lancé l'académie avec 0 € de départ, 0 abonné. Et en 3 mois, t'avais fait quelque chose franchement d'extraordinaire. T'avais déjà une communauté de plus de 30 000 personnes. Donc sur Instagram, on y reviendra aussi. T'es en train d'attaquer d'autres réseaux sociaux, j'adore. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment t'as réussi ce challenge impossible en si peu de temps? Alors, j'ai tout simplement développé mes propres stratégies de contenu. Donc, j'ai commencé à arrêter d'écouter tous les gourous Instagram qui avaient chacun leur tambouille, mais qui, en fait, se copiaient tous entre eux. Et juste réfléchir drastiquement à ce qui allait fonctionner pour moi et à une stratégie claire. Et à partir du moment où j'ai appliqué ma propre stratégie, ça a complètement décollé. En 3 mois, j'avais déjà 30 000 abonnés. Et c'était une croissance que je voyais assez exceptionnelle sur le marché, en vrai. Donc, j'étais plutôt fière. Et à l'heure actuelle, je le transmets à mes clients, donc je vois que ça marche pas que pour moi et c'est vraiment cool. Tu peux être fier. Franchement, tu peux être fier de toi. T'as bien bossé. Du coup, c'est quoi cette méthode? Si tu devais l'expliquer justement, voilà, le framework, étape 1, étape 2, étape 3, ce serait quoi? Alors, c'est une méthode en 3 phases, tu l'as bien comprise. La première phase, c'est de te dire que il faut que tu délivres un maximum de valeur actionnable. C'est-à-dire que si t'es un inconnu au bataillon, les gens ils vont pas s'intéresser à toi pour ce que t'es. Au début, c'est faux. Au début, il faut que tu donnes de la valeur parce que t'es un inconnu et que on va te suivre seulement parce qu'on va se dire tiens, elle m'a apporté quelques tips, il faut pas que je rate les suivants. Donc gratuitement, je vais la suivre et puis on verra ce que ça donne en gros. Donc là, ça attire énormément de followers, cette phase-là, et ça va convertir en fait les premiers prospects en clients. C'est les prospects vraiment qui ont un profil intellectuel. C'est-à-dire, tiens, elle est intelligente, elle m'a apporté quelque chose que je savais pas sur l'objectif que j'ai. Donc, je vais consommer son produit. C'est rare ce genre de profil-là, mais en gros, ça déclenche les premiers clients, donc les premières preuves sociales. Ensuite, en deuxième phase, on va plutôt convertir les profils analytiques, c'est-à-dire les profils qui ont besoin de voir pour le croire. Donc en gros, il va falloir que tu balances un maximum de contenu sur de l'inspirationnel, de l'autorité, c'est-à-dire toute ta preuve sociale, tous les contenus qui sont orientés vraiment, on va dire, résultats. Et là, c'est cette phase-là où on maximise les taux de conversion. Donc, parce que la plupart des gens ont vraiment besoin d'avoir des preuves pour pouvoir te faire confiance, tu vois. Et là, beaucoup de clients, etc. Et après, en troisième phase, on vient convertir les profils les plus dubitatifs. En général, c'est les profils émotionnels, on appelle ça. Enfin, j'appelle ça. Et les profils émotionnels, c'est des profils qui ont besoin de créer vraiment un lien de confiance personnel avec toi. Et en tout cas, avoir l'impression d'avoir un lien émotionnel avec toi, ton contenu. Et donc, il va falloir créer un contenu beaucoup plus communautaire, qui va fidéliser, qui va délivrer un peu des facettes de toi que t'as pas l'habitude de montrer. Et donc, c'est comme ça qu'on convertit les 3 types de profils
d'acheteurs selon moi et qu'on convertit long terme, et c'est ainsi qu'on peut répéter à l'infini pour gagner des followers, les convertir, les fidéliser. Trop bien, j'adore, t'expliques ça super bien en plus. Et du coup, toi, ta méthode, c'est est-ce qu'on poste tous les jours sur les réseaux sociaux ou pas? Comment ça se passe? Effectivement, moi je poste une fois par jour et j'ai toujours posté qu'une fois par jour. Ce qu'il faut comprendre aussi avec les réseaux sociaux, c'est que au début quand même, et moi je continue à le faire, il faut faire du volume. On peut pas se permettre de croire que chaque post va avoir l'impact qu'il mérite, etc. Au début, bah non, on est nouveau sur le marché, c'est pas comme ça que ça va se passer, et donc bah forcément que on a besoin de diversifier le contenu, voir ce qui fonctionne pour soi, tester beaucoup d'idées, et après bah forcément ça aura un impact positif sur ta visibilité, tes ventes. En fait, ce qui compte majoritairement, c'est la bonne stratégie et le fait de l'appliquer assez longtemps, assez régulièrement. Complètement. Ouais, je le dis tout le temps à mes clients, c'est vraiment tester différents angles pour voir qu'est-ce qui mord. Parce que d'un coup, tu vas avoir un post. Ah, cet angle-là, je me rends compte, moi, par exemple, c'est mes posts ChatGPT. Dès que je propose un prompt ChatGPT, ils explosent. J'ai genre 250 commentaires, alors que les autres, beaucoup moins. Donc, quand tu fais plein d'itérations comme ça, après, tu sais, ah, bah voilà, ce contenu, il plaît. Du coup, comment en faire le plus souvent possible? C'est exactement ça, et ça rentre totalement dans ma théorie, du coup, que là, c'est un post actionnable, éducatif, ce qui fait que tu as beaucoup plus de visibilité, beaucoup plus de demandes de lead magnets, et donc tu rentres beaucoup de prospects. Et donc voilà, éducatif, actionnable égale visibilité concrètement, parce qu'ils n'ont pas besoin de savoir qui t'es, les inconnus qui te suivent pas encore, pour demander ton freebie, te faire confiance sur les produits gratuits pour l'instant, et donc rentrer dans ta base de prospects, dans tes mails, ainsi de suite. C'est ça. Ouais, complètement. Et on va parler des chiffres incroyables que tu as fait dès ta première année. J'adore, on va y venir. Et moi aussi, j'ai lancé mon business pendant mon master. Donc, tu vois, on se rejoint pas mal. Toi, t'es encore en master. Ouais, en master de droit. J'ai lancé ma SARL. Et toi, c'est quoi qui t'a poussé à te lancer dans l'entrepreneuriat? Parce qu'un master, ça prend quand même du temps. Mais ce qui est cool, c'est que si c'est comme moi, j'avais quand même plus de temps pour pouvoir me concentrer sur autre chose. Qu'est-ce qui t'a poussé à te lancer? C'est une très bonne question. Ça a été la rencontre de plusieurs facteurs, on va dire. Le premier, c'est une évidence, c'est que je me reconnaissais pas du tout, vraiment, dans le futur monde du travail qui m'attendait. J'avais vraiment, je commençais à développer une sorte de phobie, de me dire que j'allais pas trouver ma voie, que je me reconnaissais dans aucun carcan, et que j'avais beau tester plein de choses, il y a aucun monde où je me voyais salariée, en fait, de par, je trouve, un impact qui était trop faible selon moi, ce que je voulais faire, de par des libertés aussi qui étaient restreintes selon ma définition de la liberté. Donc il y a plein de choses dans lesquelles je me reconnaissais pas. Il y a une deuxième raison qui est très concrète, c'est que je commençais à développer ma passion pour l'éducation. C'est-à-dire que la transmission de savoir, etc., ça m'a toujours passionnée. J'ai commencé à donner des cours d'abord à des lycéens, donc tout ce qui est de plus classique, pour me faire un peu d'argent de poche à côté de l'école, etc. Moi aussi. Voilà, donc classique. Tu vois, si t'aimes enseigner, déjà c'est un très bon facteur, on va dire, surtout dans l'infoprenariat. Ensuite, les cours se sont transformés en coaching. C'était des coachings pour accéder aux meilleures écoles de commerce, pour être performant à l'oral, des choses qui étaient un peu plus en mode compétences transférables que juste cours théoriques de terminale S, quoi. Donc je me suis dit, waouh, c'est encore mieux. Parce que je sens que j'ai un vrai impact, je sens que je développe la personne et que je développe ses opportunités, etc. Et puis j'ai commencé, dans la troisième raison qui m'a poussée à faire tout ça, à voir énormément de contenu américain, de femmes qui se lançaient, qui lançaient leur formation, qui lançaient leur accompagnement, qui étaient au début en affiliation. Donc j'ai commencé par complètement l'affiliation, parce que il y a pas un monde où je me disais tu vas être crédible sur un marché en créant ta formation. J'avais pas cette confiance là au début. Et donc tout ça a fait que au début, j'ai pas mis le mot entrepreneuriat, je me suis juste dit, je vais lancer mon truc, on verra. Et en fait, ça a coulé de source. Vraiment, je me suis dit, t'es passionné de business, t'es passionné d'éducation, un schéma de vie qui est pas normalisé à l'heure actuelle dans la société. Tout ça, c'est goupillé. Et une fois que je me suis mise dedans, j'ai compris que c'était ça qu'il fallait que je fasse, quoi. Donc en gros, si je comprends bien, t'es aussi barjo que moi, parce que t'es en train de terminer ton master. Moi, j'ai fait pareil, j'ai terminé mes études, j'ai été vraiment jusqu'au bout, et même plus que le bout, en sachant que j'allais pas finir avocate, que j'allais pas faire ma vie dans le droit. Et toi, c'est pareil, t'es quand même en train de monter ton business, mais tu finis tes études parce que t'as envie d'aller jusqu'au bout, en sachant que tu vas faire autre chose.
Exactement. En fait, je me retrouve dans des situations très cocasses du type je dois postuler à des stages, faire des entretiens et dans mon entreprise, c'est moi qui recrute. Je dois aller à des examens et finir mon master parce qu'il me reste qu'1 an en soi, alors que j'ai plus besoin de la validation de personne. Je pense que sur le marché, je suis plutôt installée maintenant. Enfin, en fait, il y a plein de choses qui sont pas compliquées à vivre parce que je pense que de toute façon, faut que je sécurise ça pour pas que j'ai fait tout ça pour rien entre guillemets, mais qui paraissent incohérentes et qui parfois sont challengeantes, on va dire. Par exemple, je travaillais en entreprise 50 heures semaine pour les stages parce qu'il y a beaucoup de stages à faire pour valider mon master en finance. Et donc je suis dans la finance, enfin j'ai fait tout un tas de jobs improbables, genre je travaillais en banque d'investissement à Londres, j'ai travaillé en VC, donc j'ai beaucoup plus d'expérience business que la plupart des adultes, j'ai accompagné plein de startups dans leur réussite, aujourd'hui je suis investisseuse. Donc pourquoi je raconte tout ça? Parce qu'en fait ma vie elle est complètement décuplée et c'est vrai qu'assumer un 50 heures semaine à côté de mon entreprise, c'était assez lunaire. Répondre aussi aux exigences d'une boss, même si je l'adore et que on a une très bonne relation, mais c'était aussi très challengeant niveau charge de travail. Donc voilà, je me retrouve dans des situations assez ambivalentes que personne n'imagine dans mon quotidien, que ce soit à l'école, puisque les gens croient que je suis étudiante normale quoi, que ce soit dans mon business, quand je recrute, ils peuvent pas se douter que je suis étudiante à côté et que j'ai une vie bien remplie quoi. Ouais, carrément. Je trouve ça hyper drôle et surtout que toi, en 1 an seulement, avec l'académie, t'as généré plus de 250 000 euros de chiffre d'affaires, ce qui est énorme, encaissé en plus, et donc avec une communauté aujourd'hui qui a plus de 37 000 abonnés, qui sont vraiment fidèles, ils sont là, ils sont à fond, ils sont engagés. Ça a été quoi un petit peu ta stratégie? Vraiment, si on revoit un petit peu le framework pour attirer une telle croissance, donc comme tu le disais, la création de contenu, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre un petit peu? Alors moi, j'ai développé mon expertise, on va dire, sur 3 piliers. Le premier étant du coup la stratégie de contenu que je t'ai énoncée tout à l'heure et que j'ai pleinement utilisée pour moi tout simplement, donc elle a fait ses preuves sur moi, sur mes clients. Ensuite il y a le deuxième pilier qui est la stratégie de vente, donc comment on transforme cet inconnu qui est en train de regarder ton contenu en client fan. Et ça c'était clairement c'est ma spécialité et c'est pour ça que j'ai pu croître très vite aussi en termes de chiffre d'affaires et pas qu'en followers, parce que les followers ne payent pas. Enfin, c'est pas forcément synonyme d'un gros chiffre d'affaires. Méfiez-vous, sur le marché, il y a plein de gens qui ont beaucoup de followers, mais qui feront 10 fois moins de chiffre d'affaires que certaines personnes comme moi, par exemple, ou comme toi. Et ensuite, le troisième pilier, ça va être la stratégie de structuration d'offres. Pourquoi les gens m'achètent à moi, alors qu'au début, j'étais même en affiliation, au tout début. Donc, c'est-à-dire que j'avais la même offre que plein de gens. Pourquoi ils m'achetaient à moi? Bon, déjà, personal branding inébranlable avec une bonne stratégie de contenu, mais aussi parce que je structurais mon offre de manière irrésistible. Et donc, la même base d'offre, elle ressemblait pas du tout aux autres quand je la structurais moi, comment je la présentais, etc. Et pour la faire courte, en gros, une offre, pour moi, ça a toujours un corps. C'est-à-dire, le corps de l'offre, c'est un peu le produit central que tu vas promouvoir. Et ensuite, autour, il faut mettre 2 types de suppléments, on va dire, d'offres annexes. Ça va être pour moi les bonus, donc 3 à 5 bonus, c'est-à-dire des produits que tu pourrais vendre seul en mid-ticket, low-ticket. On va dire des nuggets, j'appelle ça avec Laurine, une copine dans le business aussi. Les nuggets, c'est un peu comme quand t'es à McDo et que t'es ravi de tomber sur les nuggets que t'as pris en plus de ton menu, tu vois. Tu te dis, waouh. En fait, limite, tu vas à McDo juste pour les 4 nuggets que t'as pris en plus, des fois. Et c'est un peu pareil, là, dans ton offre. Il faut donner des bonnes raisons aux clients, aux prospects, d'acheter ton offre, même sur des tout petits détails. Par exemple, moi, je mets dans l'académie beaucoup de documents, ma fiche pour auditer des comptes, celle que j'utilise. Je mets la page de vente que j'ai complètement optimisée pour qu'elle ait un taux de conversion de dingue. Je mets la template. Je mets plein de choses un peu done for you, un peu surprise. Enfin, vraiment les nuggets finaux, on va dire. Ouais, tu facilites la vie vraiment de ton client, en fait. C'est ça. Et en fait, c'est juste qu'il faut qu'ils se prennent une explosion de valeur pour se dire, pour ce prix-là, j'ai tout ça. Et paradoxalement, c'est des fois les bonus et les nuggets qui donnent une vraie raison d'achat et un vrai déclic au prospect pour devenir ton client, parce que les bonus sont faits pour répondre aux objections principales de ton client, les nuggets sont faits pour lui faciliter la vie quand il va se trouver des excuses, genre j'ai peur de pas avoir le temps, ou j'ai peur de pas savoir faire ma page de vente, ou j'ai peur de plein de choses. Voilà, en fait, ça te donne des arguments aussi quand tu pitches ton offre et quand tu vas la vendre. Donc c'est comme ça que je l'ai structuré pour répondre à ta question, et c'est pour ça que les gens venaient m'acheter à moi. Et puis rapidement, enfin, je te parle d'affiliation, ça a duré genre 1 mois, 2 mois, et après j'ai switché sur mon produit et
Et c'est comme ça que j'ai structuré mon propre produit au final et c'est pour ça qu'il se distingue sur le marché. Ouais, quand on regarde justement les réseaux sociaux aujourd'hui, je trouve qu'il y a beaucoup d'offres bateaux. C'est un peu, j'en parlais la dernière fois avec Caroline Mignot, c'est un peu tout le monde copie tout le monde. Donc en fait, tout le monde a du mal à sortir du lot. Et toi, j'ai l'impression que tu as réussi à créer ta propre stratégie, comme tu le disais, réseaux sociaux, mais aussi ta propre offre. Du coup, si on peut donner un exemple concret, c'est quoi un peu une offre bateau qui va galérer à se vendre et une offre vraiment, voilà, où elle va se vendre beaucoup plus facilement parce qu'elle sort du lot? Déjà, il y a une première chose sur laquelle j'ai envie d'insister, c'est que la plupart des gens croient que s'ils ont plusieurs offres, ils feront plus de chiffres. Et parce qu'ils pourront embrasser plus de parts de marché. Non, mais moi, je fais un petit produit parce que mes clients qui n'auront pas les revenus pour le high ticket, comment je fais? Non. Focus-toi sur une offre, un tunnel de vente, une stratégie d'acquisition. Enfin, quelqu'un qui le dit. Complètement d'accord. Mais en fait, c'est l'erreur principale que je vois et c'est ce que je purge directement chez mes prospects puis clients. Vraiment, c'est ce qu'on élimine direct. C'est genre, non, on va choisir une offre. Et souvent, en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils étalent tout ce qu'ils auraient pu mettre dans une offre irrésistible sur genre 3 offres. Donc, je leur dis, bah non, tu vois, le petit lot ticket, tu le rajoutes à ton corps d'offre principal. Le vrai high ticket, ça va être le vrai produit qu'on va vendre, ok? Tu vas promouvoir rien d'autre parce que tu vas pas, on va dire, diviser ta puissance de frappe et ta puissance de communication sur 10 000 offres. Tu vas parler que d'une offre et tu auras un tunnel pour vendre cette offre, rien d'autre. Et du coup, au sein d'une même offre, quelles erreurs font les clients, les prospects pour avoir une offre bateau? Déjà, première erreur drastique, c'est qu'en général, ils répondent pas à une douleur assez forte. Typiquement, là, je pense à une cliente, elle est arrivée en voulant faire une formation de yoga facial. En fait, ça, c'est un nice to have. C'est-à-dire que c'est pas un besoin. C'est cool. Certains vont se dire, waouh, j'aurais une peau plus lisse, etc. Mais le bénéfice, il est pas assez élevé pour payer du high ticket. Moi, je dis, ton offre, on va la transformer en look maxing. Le look maxing aux États-Unis, pour ceux qui savent pas, c'est vraiment transformer une personne pour la rendre, en gros, plus belle. Et je lui dis, tu dois pas t'arrêter au yoga facial. Il faut que tu puisses recommander les meilleurs produits. Il faut que tu puisses proposer un programme sportif et un programme alimentaire. Il faut qu'il y ait 3 piliers, que ce soit plausible. Et on veut pas des demi-solutions. Donc c'est en fait une offre pour moi bateau. C'est une offre qui offre un fragment de solution. Moi, je veux une solution entière. C'est pour ça que moi, quand je crée l'académie, c'est que je veux que ce soit un accompagnement 360. Je veux qu'il y ait les piliers de stratégie de contenu, les piliers de structuration d'œuvre, les piliers de stratégie de vente. Je veux pas juste faire de la vente ou juste faire du contenu. Sinon, je ferais pas du high ticket et ce serait possible, mais c'est pas ma stratégie et c'est pas ma conviction business. Mais je veux vraiment qu'il y ait une transformation et c'est le but d'une offre transformationnelle. Donc c'est comme ça que moi je recentre d'une offre bateau à une offre irrésistible à laquelle on peut pas dire non. Ouais, mais j'imagine que des fois avec tes clients, tu dois avoir des blocages en mode non, mais moi je voulais absolument faire du yoga facial, etc. Comment tu gères ces blocages-là? Parce qu'il y en a, moi je l'ai vu chez mes clients plein de fois en mode non, mais moi je voulais faire ça. Par exemple, moi j'ai eu beaucoup de cas de personnes qui voulaient faire je t'aide dans ta transition de vie. Mais en fait, il n'y a pas de transformation. Ça veut dire quoi? Tu vois, transition, on est trop, c'est pas clair, c'est pas mesurable, c'est pas tangible. Et je me bats avec ça. À chaque fois, je suis là, oui, mais c'est quoi exactement? Ça apporte quoi? C'est quoi le résultat? Tu vois, c'est quoi la transformation? Donc comment tu fais avec ces blocages-là pour tes clientes? Alors, j'ai un système, enfin, on parlera peut-être de mon tunnel d'acquisition, etc. Mais mon tunnel est sélectif. Donc, en fait, déjà, il y a beaucoup de prospects qui seront disqualifiés parce que pas d'assez gros objectifs financiers, parce qu'ils présentent des red flags trop importants que, qui j'estime ne leur permettront pas d'investir dans mon offre. Oui, c'est sur candidature en fait. Oui, il y a un tunnel qui est sélectif et du coup. Ouais, nous c'est pareil, c'est sur candidature, mais des fois ça arrive qu'au bout l'offre, tu vois, ce soit. Du coup, moi, ma façon de voir le business, c'est tu donnes, après tu reçois. Donc, j'offre toujours un audit de 15 minutes avant d'accueillir qui que ce soit dans l'académie. Et dans cet audit-là, je leur présente le plan d'action clair. En fait, il me faut 1 minute pour corriger un business de A à Z et dire exactement le plan d'action qu'on va mettre en place, tu vois. Donc, l'appel de 15 minutes, on a largement le temps de développer, etc. Et donc, les gens rentrent dans l'académie avec une idée précise de ce qui va se passer pour eux. Donc, j'ai un système qui fait que, en général, soit ils sont d'accord avec ce que je leur ai proposé et on va le faire, soit pas. Et il y a plus un travail de leur expliquer en détail pourquoi moi je leur recommande de faire ça. Je leur montre des cas de mes clients, tous mes clients avec qui ça marche très bien, etc. pour les rassurer. Et je leur explique, c'est mathématique, quoi. C'est pas, je leur demande pas vraiment leur avis parce que c'est pas leur métier d'être fort en business à la base. Eux, ils ont une aire de génie qui n'a rien à voir. C'est des thérapeutes, c'est des coachs, sportifs, c'est des formateurs IA.
Mais c'est pas leur métier de se marketer. Donc moi, c'est mon job. Ouais, mais il y a toujours des blocages, non? Même mindset, ou tu sais, j'ose pas passer face caméra, ou à un moment dans l'accompagnement, surtout quand tu as des résultats et que tu transformes la vie de tes clients, ce qui est le cas chez toi, il y a un moment donné où ça coince, tu vois. Comment tu fais dans ces cas-là? Tu les aides niveau mindset à passer à la prochaine étape? Alors ce que j'ai essayé de faire, je pense qu'il y a 3 étapes pour pas éviter totalement, parce que c'est pas totalement évitable. Il y aura toujours des cas un peu plus dubitatifs, qui ont besoin d'être convaincus, qui ont besoin d'être mieux accompagnés. La première chose que je fais, comme je t'ai dit, c'est un tunnel assez sélectif, une image aussi assez claire sur les réseaux sociaux. Moi, tu comprends direct mes convictions business quand t'arrives, et donc si tu arrives dans mon tunnel et que t'arrives à acheter l'académie, c'est que t'as compris ce que j'allais te faire faire en général et que t'es pas surprise. Donc premièrement, on prévient un peu le problème, mais il y a toujours des cas effectivement qui arrivent en mode avec des vraies peurs, genre je serais incapable de vendre une offre à plus de 1 000 €, etc. Exactement, c'est ça que je te parle. Ouais, comment tu fais? Bah du coup, moi j'y vais déjà de manière progressive. Je leur dis ok, on va commencer. Tu vas dire que là, tu fais une offre à moins 50%. Donc on va commencer à vendre à 500. Tu vas voir l'énergie que ça te coûte, tu vas voir que tu es capable de choper des clients, et du coup ça débloque au fur et à mesure des barrières mentales, on va dire, et des pensées limitantes, et après on augmentera le prix. Et en fait, d'avoir un plan d'action clair sur lesquels ils sont un peu en mode robot automatique, ça les rassure, parce qu'ils se disent ok, je me prouve d'abord à moi-même que c'est possible par palier, et après j'arriverai à mon vrai prix final et ce sera top. Donc il y a cette idée de progression. Et la troisième chose aussi que je mets en place avec mes prospects, c'est quand je vois qu'il y a des peurs qui reviennent régulièrement, qui sont assez communes et assez classiques, je les traite dans l'accompagnement. L'accompagnement, il est tridimensionnel, et c'est pas pour rien. C'est parce que l'aspect juste formation en ligne, c'est plus suffisant en 2025. Les gens ont besoin d'avoir un humain derrière qui les accompagne en 360. Donc moi, j'ai la partie coaching de groupe tous les 10 jours. Donc s'il y a un thème récurrent qui revient problématique, hop, je le fous au coaching qui arrive, et on le traite pendant 1 heure, 1 heure et demie. Et je peux t'assurer qu'ils en ressortent convaincus. Et le troisième type d'accompagnement, en plus de la formation et des coachings, c'est qu'ils ont un suivi one-one avec moi. Donc en fait, les peurs, elles restent jamais très longtemps, parce qu'ils ont la possibilité de m'envoyer un message et qu'on en discute sur le moment. Et plus le feu est éteint tôt, moins ils overthink et ils se posent trop de questions, et après ils en viennent à se dire mais je pourrais jamais faire ça, et c'est horrible. Donc ils arrivent jamais à un stade catastrophique de je peux pas le faire. Ouais, complètement. Ok. Et justement, on parlait de ton tunnel, donc ton tunnel de vente. C'est quoi un petit peu le tunnel d'acquisition déjà? Donc réseaux sociaux. Est-ce que tu fais de la pub aussi? Comment ça se passe? Alors, je n'ai jamais fait une ad de ma vie. J'ai jamais mis 1 centime en ad. Je suis en full organique. Déjà parce que c'est ma spécialité. Donc je trouve ça plus fair de me concentrer sur ma spécialité pour induire mes clients vers quelque chose que moi je pratique et qui a marché pour moi. Enfin, c'est comme si j'étais à Dubaï et que je disais t'inquiète, à côté de ton job, tu peux lancer ton business, alors que j'ai jamais lancé un business à côté de mon job, ce serait incohérent, tu vois. Donc là, c'est un peu pareil. Donc je fais preuve d'exemplarité, je suis en full organique. Le tunnel ressemble à créer du bon contenu avec la stratégie dont on a parlé, faire rentrer un maximum de gens vers ma base de données. Comment je les fais rentrer? Je leur propose aussi des freebies irrésistibles. Freebies, lead magnet, c'est pareil, c'est ce qu'on va offrir pour que la personne commence à créer un lien de confiance avec toi. C'est une prestation gratuite, que ce soit un e-book, que ce soit même un service ou quoi que ce soit. Et moi, c'est des audits. Donc, je les prends 15 minutes. Maintenant, c'est mes équipes, d'ailleurs, de coachs qui le font. Et on audite leur business de A à Z pour leur développer le plan d'action que nous, on mettra en place pour eux. Et en fait, ils ont plus appris en général en 15 minutes que en 3 ans d'entrepreneuriat où ils ont ramé, ils ont pas eu de résultats, ou des milliers de comptes suivis avec plein de contenus gratuits qui, jusqu'à présent, n'ont pas aidé. Et du coup, ça déclenche automatiquement une volonté de s'inscrire à l'académie en général. Et c'est cool parce que c'est un échange. C'est-à-dire qu'au pire, s'ils ont pas envie, ils partent avec énormément de valeur. Et en général, ils ont envie, donc ils peuvent s'inscrire à l'académie et on les envoie vers un appel de sélection. Où vraiment on sélectionne le profil, on voit si c'est bien dans les critères des gens qu'on accompagne. Et en général, l'achat est assez fluide parce que le tunnel fait qu'il est très progressif. Il y a pas de surprise, il y a pas de forcing au dépourvu, etc. Donc voilà, le tunnel, comment il est réfléchi. Ouais, moi aussi j'utilise la stratégie des audits. Franchement, c'est la meilleure des stratégies. Parce que tu apportes de la valeur, toi tu peux sélectionner, tu vois ton équipe du coup, et après tu check. Eux, ils ont envie de continuer avec toi, tu les renvoies sur un appel plus long. Donc en gros, il y a un R1, un R2. Ouais, très smart. Et donc toi, du coup, tu prends plus les appels, t'as ton équipe qui gère, c'est ça? T'as une équipe de 6 personnes aujourd'hui? Alors au début d'ailleurs, je prenais pas des appels, j'ai converti presque 250 000 €
en DM. Hein. Donc à la base, c'est assez lunaire quand même ça. C'est pas quelque chose que je recommande et c'est pas quelque chose qui est possible pour tout le monde. Faut vraiment être assez pertinent pour convertir en DM. Mais du coup, ce tunnel-là, effectivement, je l'ai mis en place à partir de décembre, novembre peut-être. Au début, c'est moi qui prenais les appels. Quand je me suis bouffé 250 appels en une semaine, j'étais vraiment en mode je peux pas faire ça tout seul, c'est pas possible, et c'est là où j'ai commencé à recruter. Je me suis dit je peux pas me décupler, ça me bouffe 100% de mon temps dédié à mon business, donc moi je préfère me focaliser sur mes clients et justement engager des gens qui s'occupent de mes prospects. Je trouve ça plus logique dans cet ordre-là, et du coup j'ai délégué effectivement, et du coup il y en a même plusieurs qui me remplacent en fait. Il y a pas qu'une personne qui pouvait prendre autant d'appels par semaine, c'est lunaire. Et voilà, maintenant j'ai plusieurs personnes, je crois qu'on est 6 ou 7 à l'heure actuelle dans mon équipe. Trop bien. Et ton offre, justement, que tu convertissais par DM, elle était à combien? Et aujourd'hui, elle est à combien? Elle était à maximum 900. Elle était entre 600 et 900. Et c'était les prémices de l'académie où je me sous-priceais, etc. Et puis, je me suis dit, mais c'est lunaire de sous-pricer une offre comme ça. Enfin, c'est pas possible. Elle apporte tellement de résultats, je peux pas me permettre de mettre un prix si bas. Par contre, il faut le tunnel d'acquisition qui va aller avec le prix. Et on peut pas vendre du high ticket, enfin, on peut. En vrai, mais on peut pas faire autant de volume que moi et avoir un tunnel si fluide juste en répondant aux DM, parce qu'en plus je fais pas de prospection. Donc vraiment, c'était que de l'inbound et des gens qui m'envoyaient des DM à qui je répondais. J'ai jamais envoyé un message pour vendre mon offre ou quoi que ce soit. Trop bien. Et aujourd'hui, elle est à combien ton offre? Du coup, avec les closers, tout ça, t'as augmenté le tarif? Parce que ce qui est important, c'est, tu le sais, hein, c'est le prix est corrélé à la transformation. Donc plus tu transformes la vie de tes clients, plus le prix est élevé. Elle a combien aujourd'hui? Si c'est pas secret. Alors, c'est pas que c'est secret, c'est que je peux pas le dire parce qu'à chaque fois que je fais l'erreur de dire mon prix dans un podcast et que le prix a augmenté, les gens arrivent avec une conviction. Voilà. Donc, je préfère pas le dire, mais c'est une offre high ticket. Enfin, le prix est complètement comme la plupart de mes concurrents. Il est évolutif avec tout ce que j'ajoute dans l'académie, etc. Mais surtout, il est carrément correct quand je vois le marché et les transformations que j'apporte. Donc voilà, je suis désolée. Hein, franchement, c'est pas secret. C'est juste qu'à chaque fois, le podcast sort après et les gens viennent me voir en mode oui, j'ai vu moi j'avais vu ce prix. Donc voilà, il y a pas de secret, rien d'aberrant, mais effectivement, je préfère plus me mouiller parce que je sais pas ce qu'il en sera avec les évolutions. T'avais raison, faut que ce soit aligné à ça. Trop bien. Et là, je t'ai vu débarquer sur LinkedIn comme une fusée de nouveau. T'es en train j'appelle ça la stratégie bulldozer, j'adore. Comment tu domines là en ce moment LinkedIn? C'est quoi ta stratégie? Est-ce que c'est la même qu'Instagram? Est-ce que c'est une stratégie différente? Comment ça se passe? Là, justement, je suis en train de théoriser ma propre stratégie LinkedIn et c'est pour ça que je suis en phase de test et que je poste tous les jours, que je comprends la stratégie que je vais mettre en place pour après la transmettre dans l'académie. J'ai remarqué quelque chose d'assez pertinent, c'est que c'est pas comme sur Instagram. Je pense qu'il y a 2 phases qui sont inversées. En fait, je pense que sur LinkedIn, pour vraiment avoir de la visibilité et commencer à choper des abonnés, faire entrer des gens dans ton tunnel, faut plus faire de l'inspirationnel directement. Donc il y a beaucoup plus de storytelling, beaucoup plus de personal branding directement. On veut pas que tu sois un inconnu sur LinkedIn, on veut vraiment avoir un besoin de crédibilité auprès de toi. Et donc moi, je commencerai par la phase 2 Instagram sur LinkedIn. Et après, tu développes de l'éducatif, qui était la phase 1 sur Instagram, on rappelle, pour prouver que tu es compétent plus en profondeur. Et après, tu restes sur un contenu communautaire qui permet aux gens de créer vraiment un lien de confiance avec toi. Donc là, de but en blanc, je te dirais que la stratégie est un tout petit peu inversée pour l'instant. Mais je te confirmerai ça quand j'aurai vraiment théorisé. Parce que là, ça fait quoi? Ça fait 2 semaines que je suis sur LinkedIn, donc je vais pas trop m'avancer. J'attends de faire mes preuves, même si ça démarre pas trop mal. Ouais, carrément. C'est toi qui rédige aujourd'hui tes posts? Tous mes posts, ouais, c'est tout moi qui rédige, qui crée les idées. Enfin, en fait, il y a personne qui m'aide sur la création de contenu. Bon, j'ai envie de te dire, c'est pour l'instant ma spécialité, donc je la garde un peu sous ma coupelle. Et puis, j'aime bien me maîtriser avant de déléguer. Donc, que ce soit mon tunnel de vente, ma stratégie de contenu, ma stratégie de structuration d'offres, tout. Je maîtrise d'abord, et puis après, si vraiment ça me dépasse et que je veux encore plus d'impact, why not déléguer à un bon ghostwriter ou des choses comme ça. Là, c'est pas encore au programme, donc ouais, c'est moi qui écris. Ok. Et est-ce que tu as une sorte de framework un peu en mode, voilà, en haut, bon, on le sait, hein, il y a le hook, ensuite il y a générer de l'émotion, puis après tu as le CTA. Est-ce qu'il y a autre chose? Parce que c'est vrai qu'on entend beaucoup ces conseils-là qui sont un poil bateaux, c'est-à-dire qu'ils sont très théoriques, mais ils sont pas forcément pratiques. Toi, comment tu fais? Alors,
maintenant sur LinkedIn et Insta aussi, même si LinkedIn, bon, c'est des tests, mais ça marche bien aujourd'hui. Ce serait quoi un petit peu ton framework à toi? Ça va vraiment dépendre de beaucoup de choses, du format de contenu, du type de contenu, dans quelle phase on est, par exemple. Et je vais dire quelque chose d'assez clivant, mais un bon contenu, c'est pas facile à faire. Il n'y a pas une recette magique. Il faut maîtriser des compétences transférables d'abord, c'est-à-dire le copywriting. Est-ce que t'es bon en copywriting? Est-ce que t'as bien appris à le faire? C'est pour ça que j'en mets dans l'académie, par exemple, un cours détaillé sur comment on écrit bien. Il faut maîtriser aussi la psychologie humaine, donc tous les biais. C'est vraiment transférable d'abord. Donc par exemple, comment tu as instauré un biais d'urgence, un biais, qui va booster la qualité de ton personal branding. Comment tu vas instaurer un biais, de rareté. Quel est ton positionnement sur le marché. Donc plein de choses à paramétrer avant. Et après le framework classique d'un bon contenu. Déjà, on va dire 70% de la réussite de ton contenu va dépendre du hook, je pense. C'est quelque chose qu'on entend beaucoup, etc. Mais vraiment, moi, mes hooks, c'est les choses que j'écris, je réécris au moins 5 fois avant de le poster. Parce que je réfléchis à plein de choses qui sont impalpables, la psychologie humaine. Quand je le relis, en fait, quel biais ça va induire et qu'est-ce que je crois au début que je vais casser après dans la suite du texte. Donc voilà, ça c'est un peu les caractéristiques de réussite commune entre tous les formats de posts et tous les types de posts, c'est un hook. Ensuite, ça dépend. En réel, je dirais qu'il faut rapidement pouvoir maximiser le watch time, envoyer vers la description, et c'est comme un challenge. D'abord, il faut que le hook retienne sur la vidéo, que la vidéo dise ce qu'elle a à dire, ensuite que la vidéo puisse renvoyer à la description, que la description soit assez structurée et stratégique pour qu'elle renvoie jusqu'en bas au CTA. Donc à l'appel à l'action. Et pour moi, c'est ça un contenu réussi. Donc ça va d'étape en étape. Et c'est des micro-conversions sur micro-conversions. Donc c'est de la dentelle. Hein. Et pour les carousels, moi j'ai une particularité et un copywriting particulier sur les carousels. Mais en gros, ouais, hook le plus putaclic possible. Alors, vraiment, il faut s'envoyer parce qu'il faut pouvoir swiper la suite du message. Et ensuite être pertinent. On s'arrête pas à un hook et faire plein de promesses et puis après le contenu est mou. Donc deuxième image, j'aurais tendance à dire qu'il faut que ce soit un hook bis parce que souvent t'arrives sur la deuxième page sur les carousels, je sais pas si t'as déjà remarqué. Complètement, ouais. Voilà, donc un hook bis qui nous donne quand même envie de lire la suite absolument et que si on tombe dessus, ça reste compréhensible, etc. Et après tu développes avec, on va dire des phases, genre je dis qu'il va y avoir 5 phases dans mon explication sur le thème du post. Je fais phase 1, phase 2. Je les numérote pour que ce soit clair. Et au milieu, je mets un appel à l'action. Genre, n'oublie pas d'enregistrer ce post entre la phase 2 et la phase 3, par exemple, tu vois. Et de liker, commenter, etc. Après, je fais 3, 4, 5. Et ensuite, je conclus. Donc, j'amène vraiment la morale de l'histoire. Parce que souvent, il y a un storytelling derrière, où il y a une image, il y a une métaphore derrière. Et après, la morale de l'histoire, je fais mon appel à l'action finale. Il faut que ce soit très fluide, dans le sens où, ok, voici le problème. J'ai attiré ton attention sur quelque chose qui te génère de la douleur, sinon tu serais pas là. Oui, c'est cette douleur-là, en deuxième post. Et voici comment trouver la solution. 1, 2, 3, 4, 5. Enfin, 1, 2, appel à l'action, 3, 4, 5. Et d'ailleurs, cette solution, pourquoi elle t'intéresse tant? Parce que t'en es encore à ce stade-là. Parce que j'ai compris tes douleurs X, Y, Z. Et pourquoi toi tu veux ce avant-après? Parce que X, Y, Z, donc, et le donc il est ultra important, appel à l'action sur soit mon produit directement, ce qui est beaucoup plus rare parce que je le fais qu'en période de promo, soit le freebie, le lead magnet, etc. Et du coup, il coule de source ce lead magnet. Parce que tu te dis, ok, elle a parfaitement compris mon problème, elle a parfaitement apporté une solution claire, maintenant il faut que je la mette en place, j'ai besoin d'elle, je vais lui demander, ça me coûte rien. Je continue. Complètement. Et ce que tu as dit sur les carousels, c'est hyper important. En fait, la slide 1 et la slide 2 sont essentielles, comme tu as dit, un hook bis, parce que la première fois que quelqu'un tombe sur ton carousel, il voit la slide 1, et la deuxième fois qu'il tombe dessus, il voit la slide 2. Et ça, il y a énormément de gens qui font l'erreur de mettre en slide 2 un truc tout pourri. Mais en fait, c'est une manière de réhooker les gens et qui slide, etc. Donc, hyper important. Ouais. Exactement. Ouais, il y a plein de choses. En fait, c'est les gens qui disent que le contenu... c'est imprévisible, comme si c'était un peu au petit bonheur la chance, que c'était normal que ça prendrait du temps et que non,
Non, j'allais dire non. Non, mais c'est de la science, c'est de la psychologie, c'est du copywriting, c'est des choses qui sont très très concrètes et qu'il faut apprendre, des stratégies. Dans mon contenu, absolument rien n'est laissé au hasard. Rien. Je poste jamais pour juste le plaisir de me dire oh, j'ai trop aimé faire ce réel. Non, je sais exactement quel budget à chaque fois. C'est soit un levier pour gagner des followers, soit un levier pour convertir, soit un levier pour fidéliser. Et c'est aussi simple que ça, c'est aussi carré que ça. Et du coup, c'est pour ça que beaucoup de coachs sont incompétents en organique et transmettent des semi-méthodes, etc. C'est parce que juste ils répètent ce que eux ils ont fait, mais ils sont incapables de déceler une vraie stratégie, une colonne vertébrale qui emmène le prospect du point A au point Z en fait. Et du coup, c'est ultra précieux. Ouais. Complètement. Et d'ailleurs, parlons justement de scale, parce que toi, tu as scale ton activité rapidement, donc tu as eu plus de 500 clients. Là, tu as entre 6 et 7 personnes dans ton équipe en faisant ton master à côté. Comment tu fais pour pas péter un boulon? Est-ce que tu as un petit secret, un petit dolce vita que voilà que tu voudrais partager? Comment ça se passe? Bah alors je pense que j'ai eu une partie de chance parce que j'ai été on va dire éduquée à faire énormément de choses en même temps. Alors depuis que je suis toute petite, je fais beaucoup de piano, beaucoup de solfège, beaucoup de danse, beaucoup de tennis. Enfin, je suis quelqu'un de déjà très actif et à côté de l'école. En fait, l'école ça a jamais été ma source d'activité numéro 1. Il fallait que la danse ce soit 15 heures par semaine, etc. Donc j'ai toujours été excessivement occupée. Donc ça m'a pas choqué de combiner les deux. Deuxième chose de vigilance, c'est que j'ai quand même frôlé le burn-out quand j'enchaînais le 50 heures semaine et mon business en plein scale de 20 000 euros par mois à 100 000 euros par mois, on va dire. Donc là, j'ai commencé à vraiment, j'arrive à saturation à la fin de mon stage. Heureusement que j'ai pu me reposer et finir cette ligne droite correctement. Et troisième élément beaucoup plus concret, des tips quand même applicables, je m'organise, donc je sais tous les jours la to-do que j'ai à faire, etc. J'ai un carnet, j'écris beaucoup, j'ai une capacité étonnante à privilégier les 20% qui marcheront aussi en général, parce que quand t'as peu de temps et que tu t'es développé avec peu de temps, tu sais... Enfin, instinctivement, tu vas prioriser les bonnes choses pour que ça fonctionne, sinon tu sais que ça fonctionnera pas. Donc j'ai eu un peu quelque part de la chance de combiner plusieurs choses en même temps, un peu comme toi, tu vois. Et je m'entoure. Dès que je vois une compétence que je veux, je vais aller la chercher. Genre que ce soit avec des amis entrepreneurs, que ce soit avec d'autres, enfin des coachs. Là, j'ai une coach business, mindset, etc. qui coach vraiment les business, on va dire avancés. Elle m'aide vraiment en termes de productivité, d'organisation. Elle me permet de découvrir plein de choses, genre mon chronotype de productivité, des choses scientifiques, tu vois, qui vont m'aider à être plus dans la dentelle, être pas que dans l'intuition de ok, je vais faire ça, je pense que ça va être plus rapide comme ça, et être vraiment en mode ok, toi de telle heure à telle heure c'est ta zone de productivité, de telle heure à telle heure c'est ta zone de créativité, de telle heure à telle heure faut que tu fasses du sport. Et donc ça me structure énormément parce que ça se voit pas, mais je suis très peu structurée. Donc en productivité, j'estime pas avoir de grandes leçons à donner pour l'instant, mais disons que voilà, je suis habituée à être beaucoup occupée. Trop bien, je connecte avec tout ce que t'as dit. Je suis la même. Oh, J'ai fait énormément de solfège, du piano, j'ai toujours fait plein de trucs à côté, etc. Natation sportive, donc ouais. Bah, ça nous a quand même appris une certaine rigueur et de faire plein de trucs en même temps. Et l'école n'a pas été le centre de notre vie. C'est vrai que je pense que ça aide pas mal. Toi, elles ressemblent à quoi tes journées de CEO? Alors, il y a 1 mois, 2 mois, je t'aurais répondu, je me lève à 8h pour être au travail de 9h à 19h pour le stage, etc., bosser en VC. Après, je range, je mange et j'ai une journée de 21h à 1h du matin qui recommence. Donc, j'avais 2 jours en un. Pas sain du tout, je ne recommande pas, mais passage obligatoire des fois quand t'as un job prenant et que tu veux faire la transition. Donc aussi c'est important parce que toi comme moi on est habitués et on a été habilités à coacher les gens qui sont en changement de vie. Il y a plein de coachs qui n'ont jamais cumulé la vraie vie et leur business. Il y a plein de coachs qui étaient dans des situations ultra propices à leur développement, qui n'avaient pas de challenge de cette taille-là. Donc moi, c'est pour ça que mes clients, ils ont des enfants, ils ont un travail, ils ont plein de challenges en termes de timing que je peux respecter. Bah ouais, c'est ça en fait. Donc ça c'est cool. Parenthèse complètement fermée. Et du coup là, aujourd'hui, mes journées ont drastiquement changé. Maintenant que je suis totalement libre. Déjà, j'ai déménagé à l'île Maurice.
Pas pour des raisons fiscales, je vous vois venir, j'y vais que 3 mois. Mais Mais pour le soleil. pour le soleil, pour respirer, apprendre à vivre par moi-même. J'ai toujours vécu seule depuis mes 18 ans, hein, mais là je suis genre à des milliers de kilomètres de ma famille, mon conjoint, enfin c'est excellent. Genre, c'est vraiment une expérience de vie sympatoche. Et du coup, je me lève à 9h tous les jours. De 9h à 10h, je fais des choses, on va dire soft, c'est-à-dire me prendre mon petit déj, me préparer, why not un peu d'étirement, yoga, des trucs comme ça, un peu de journaling. Je te donne le plan idéal, hein. Ça veut pas dire que j'arrive à le respecter tous les jours, mais c'est le goal quotidien. Et je commence à bien le mettre en place. Ensuite, à partir de 10h, c'est ma zone de productivité, du coup. Et là, je bourrine. C'est-à-dire qu'il faut que je finisse mon post LinkedIn du jour, mon compte, mon post Instagram du jour, qui sont ma priorité parce que c'est ça qui fait tourner mon business. Et après, je fais des tâches plus, on va dire moins quotidienne, genre je sais pas, là j'ajoute un module à l'académie, je vais bosser dessus. Il y a plein de choses à faire en vrai dans un business, donc je peux pas tout lister, ça change tous les jours et aucune journée se ressemble en termes de tâches précises. C'est infini. C'est ça. Et donc ça s'arrête jamais. Et mon goal c'est de finir à 14h. Et après je mange, donc je mange tardivement. Et après, je suis censée avoir toutes mes après-midi de livres, etc. Pour l'instant, c'est ultra idéalisé parce que c'est un rythme. Bientôt. C'est un prix à prendre. Mais c'est le but et c'est possible. C'est possible. Surtout avec ce que je faisais avant, qui clairement, j'avais pas des journées entières pour travailler sur ça. Donc c'est possible. Et après, le soir, souvent, je reprends pour poster un peu le travail. Ou moi je suis aussi un petit oiseau de nuit, enfin en fait j'ai plein d'idées avant de me coucher, donc j'écris beaucoup et toute la journée c'est je suis pas décorrélée de mon business. Quand je travaille pas, je pense que c'est comme toi, j'éteins pas juste le cerveau en mode là je travaille pas, c'est super. Non, je pense qu'à ça tout le temps, mais disons que je suis pas dans l'action toute la journée parce qu'il faut se préserver. Ouais, complètement. C'est tellement important de se faire des breaks. Moi, c'est exactement ce que je fais avec mes clientes, c'est créer un système qui te libère tous tes après-midi. Donc après, tu fais comme tu veux, hein. Tu vois, si t'es plus productive la nuit, tu libères tes matinées, enfin, tu vois. Mais c'est super important et surtout, c'est faisable. Tu peux faire plus de CA, c'est ça qui est incroyable. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui doutent, mais si, c'est prouvé, tu peux faire plus de CA en travaillant 2 fois moins. Parce que tu as structuré, parce que tu as une offre qui est scalable, un système qui est scalable, une équipe aussi, tu as automatisé, tu as utilisé l'IA, etc. Ouais. Exactement. Ouais, tu vas y arriver. Et tu peux absolument tout optimiser. Et bien sûr, j'organise ça comme ça avec ma coach parce que je suis en train de scaler à 1 million d'euros de chiffre d'affaires. Donc c'est même contre-intuitif. Les gens croient que en fait je vais plus bourriner en largeur de temps, alors que non, je vais Oui, on pense que scale est égal à plus d'efforts, mais scale est égal à plus de liberté si tu le fais bien. Ouais. Enfin, c'est plus d'efforts condensés, on va dire, et c'est vraiment une transformation de soi. Pour scaler son business, faut d'abord se scaler soi-même, avoir la vie que à laquelle tu aspires, te comporter comme la personne qui mérite 5 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc ouais, je suis en pleine transformation et c'est très cool à vivre, c'est très challengeant. Et effectivement, dans l'académie, j'ai aussi mis 2 emplois du temps selon si c'était du matin ou du soir pour que mes clients, puissent appliquer ça à côté de leur business et être rassurés d'avoir un plan d'action clair. Donc bien sûr que c'est faisable. Ouais, complètement. Et t'es comme moi, tu testes et puis après tu donnes à tes clients ce qui a marché et puis t'es là, moi j'ai testé ça et puis aligné à vous. Trop bien. Et par rapport à ton objectif des 1 million d'euros cette année, c'est quoi la stratégie que vous êtes en train de mettre en place pour justement scale and Dolce Vita? C'est-à-dire, au début on sprint, mais ensuite, on recovery, donc ça veut dire qu'on plante et ensuite on récolte. C'est quoi la stratégie? Alors là, la stratégie du tunnel que je viens de te décrire, c'est la stratégie qui m'emmène à 100 000 euros par mois sans forcer comme un porc. Il se trouve que, à noter quand même, j'ai été restreinte par Instagram. En fait, j'ai été restreinte au moins 5 fois 2 mois par Instagram depuis la création de mon compte. C'est-à-dire que sur 12 mois, 10 mois ont été complètement sous restriction, ce qui fait que je suis pas visible, que je peux pas gagner des nouveaux followers, etc. Ça à prendre en compte parce que je parle d'argent, parce que je suis très terre à terre, etc. Et donc l'algorithme n'aime pas trop ça. Et je pense qu'il y a aussi pas mal de groupes qui se sont organisés pour me censurer, pour me signaler, etc. Quand t'es une femme et que tu parles d'argent, ça dérange. Ouais, clairement, j'ai fait un post là-dessus. Ouais. Et je pense qu'il y a pas mal de concurrents et concurrentes qui font... Qui signalent le compte. Non, mais j'ai appris, et moi ça m'a choqué, jamais de ma vie je pense à faire ça. Ils créent des groupes genre WhatsApp d'attaque.
Et je suis Ah ouais. souvent la cible. Donc, Ah ouais, c'est chaud. par une croissance peut-être qui les impressionne. Oui, ou t'énerve, tout simplement. C'est abusé. À la place de mettre leur énergie sur eux, leur croissance, ils préfèrent mettre leur énergie sur emmerder quelqu'un, en fait. En fait, ce qu'il faut comprendre, désolée, je divague complètement, mais les réseaux sociaux, ça ne fonctionne pas en part de marché. Il y a plein de gens qui souscrivent à plusieurs formations et c'est normal, ils sont en plein développement. Donc c'est pas exclusif, c'est pas un jeu à somme nulle. C'est pas parce que les gens achètent chez moi qu'ils achèteront pas chez vous, les gars. Donc calmez-vous et arrêtez de me censurer, bordel. Donc voilà. Et pourquoi je te raconte tout ça? Excuse-moi. On parlait de la stratégie. Donc, tu me disais que ta stratégie pour atteindre le 1 million d'euros cette année en organique, c'était en fait celle que tu étais en train de mettre en place, tout simplement. Celle que t'as racontée juste avant. Pour te donner un ordre d'idée, en décembre, premier mois où j'implémente la stratégie, donc qui est censé être un mois de friction quand même, on génère plus de 84 000 euros de chiffre d'affaires. Premier mois. Donc pour moi, c'était évident qu'on allait atteindre les 100 000 euros de chiffre d'affaires facilement. Ça paraît lunaire, mais facilement par mois. Et hop, restriction directement le mois où j'étais en plein essor. Donc là, on essaie de stabiliser à ce qu'on a fait en décembre. Mais là, dans quelques jours, je serai dérestreinte normalement. Et donc, on pourra largement rentrer dans les objectifs avec ce même tunnel que je viens de t'énoncer, puisqu'il est scalable à l'infini, tu vois. Et comme j'ai une stratégie de contenu performante, plus tu rentres de gens dans le tunnel, plus tu auras des ventes normalement si ton taux de conversion est bon. Trop bien. Merci pour tout. Merci pour la valeur que tu apportes. Moi, j'adore. Je suis ton contenu. On adore. C'est vraiment full valeur et j'aime beaucoup ta vibe et c'est pour ça aussi que je voulais te recevoir sur ce podcast parce que t'es inspirante. Il y a vraiment quelque chose. On voit que t'as envie d'apporter plus. Je pense d'ailleurs qu'on a les mêmes mentors des États-Unis, tu vois, qui sont dans ce marketing moderne où on n'est plus dans ce truc de requin ou poussiéreux, tu sais, des stratégies qui fonctionnent plus. Et donc, merci pour tout ce que tu fais. Continue comme ça. C'est cool. Merci beaucoup de m'avoir reçu, Amandine. C'est adorable. Et je suis ravie d'avoir pu échanger avec toi plus en profondeur. Moi aussi.